Les dessins animés de la soi-disant âge d'or n'étaient pas toujours des animaux joyeux et des chansons entraînantes. Certains étaient si bizarres qu'on se demande comment ils ont pu être créés. Avez-vous déjà vu un dessin animé qui vous a fait rire un instant et frissonner l'instant d'après? Eh bien, préparez-vous. Ces bizarreries n'ont pas été simplement oubliées. Elles ont été discrètement laissées dans les coffres pour de bonnes raisons. Plongeons dans les expériences animées les plus étranges que les studios espéraient probablement que vous ne reverriez jamais. The Sunshine Makers, 1935. À première vue, The Sunshine Makers semble être un court-métrage joyeux et inoffensif. Un monde peuplé de gnomes rouges qui mettent le soleil en bouteille et chantent d'une voix stridente. Quoi de plus innocent? Mais si l'on regarde un peu plus longtemps, tout cela devient troublant. Ces gnomes n'aiment pas seulement le bonheur, ils l'imposent. Leurs ennemis sont de sombres gobelins bleus qui préfèrent l'obscurité. Ils ne sont pas menaçants, ils aiment juste leurs ombres. Pourtant, les gnomes défilent au pas militaire, lançant sur eux des rayons de lumière en bouteille, les forçant à des sourires larges et contre nature. L'animation est lumineuse, presque aveuglante, avec des rires en boucle constants et des visages étirés à l'extrême. Ce qui débute comme un numéro musical enjoué se transforme rapidement en un message inquiétant. Le bonheur n'est pas un choix, c'est une exigence. Les gobelins se tordent, leurs froncements de sourcils littéralement effacés jusqu'à ce que chacun d'eux danse dans une joie forcée. Cette prétendue fin heureuse ressemble plus à un final d'horreur, où la conformité l'emporte et l'individualité disparaît. Avec le recul, The Sunshine Makers est moins perçu comme un divertissement léger et plus comme un cauchemar involontaire. Cela capture le chaos expérimental de l'animation des années 30, lorsque les studios testaient des idées sans aucune règle. Le résultat fut un court-métrage qui faisait rire les enfants, mais laissait les adultes mal à l'aise. En fait, c'est l'une de ces rares œuvres où la fin heureuse semble plus sombre que la lutte elle-même. Bottles, 1936. Pénétrez dans une ancienne pharmacie à minuit, et vous saisirez l'univers étrange des bouteilles. Ce court-métrage des Merry Melodies de Warner Bros. Débute avec un pharmacien somnolent qui s'assoupit à son comptoir. C'est à ce moment-là que les bouteilles s'animent. Les biberons roucoulent comme des bébés, les flacons de médicaments défilent et les bouteilles d'alcool se dandinent tels des danseurs maladroits. Au début, c'est fantaisiste, le genre de comédie surréaliste que le public attendait de cette décennie. Puis, une bouteille brise complètement l'ambiance. La bouteille de poison, avec un bouchon en forme de crâne et un rire sardonique, elle déchaîne une véritable tempête de cauchemars. Déferlent des squelettes, des sorcières hurlantes et des figures grotesques poursuivant le pauvre pharmacien dans sa boutique. La scène se déroule comme un rêve d'horreur mêlé à un court-métrage comique. La musique s'emballe, les ombres s'allongent, et soudain ce qui n'était qu'une blague idiote se transforme en pur chaos. Ce qui rend Bottles si mémorable, c'est qu'il exploitait les peurs réelles de son époque. Au milieu de la Grande Dépression, les familles étaient déjà anxieuses pour leur survie. Un dessin animé ou des remèdes quotidiens devenaient des horreurs ne faisaient qu'amplifier cette tension. Les enfants ont sans doute ri nerveusement dans les salles, mais les adultes y voyaient un sous-texte plus sombre sous la comédie burlesque. Aujourd'hui, Bottles nous rappelle que l'âge d'or n'était pas toujours rose. Parfois, ça virait à l'étrange, laissant les spectateurs plus troublés qu'amusés. C'est une vie grecque, 1936. Imaginez le Mont Olympe transformé en un véritable terrain de jeu burlesque et vous aurez une idée de It's a Greek Life des studios Van Buren. Au lieu de dieux majestueux et de nobles héros, ce court-métrage nous présente un centaure plutôt maladroit qui est chargé de réparer les sandales ailées de Mercure. Bien entendu, il ne peut s'empêcher de les essayer lui-même. Dès qu'il les chausse, le chaos éclate. Il fuse vers le ciel, fonce à travers les nuages, heurte les dieux et sème la destruction sur l'Olympe. Le style est frénétique, rempli de figures chancelantes et d'effets sonores exagérés, plus digne d'un sketch des Trois Stooges qu'un mythe antique. Les personnages s'étirent des claques comme des élastiques, jamais vraiment finis, toujours à la limite de l'inachevé. Cette énergie brute donne au dessin animé un côté expérimental, comme si les animateurs testaient leurs limites. Ce qui le rend vraiment étrange, c'est le décalage entre le sujet et le style. La mythologie est d'ordinaire traitée avec une certaine grandeur, mais ici, Zeus et sa bande sont réduits à de maladroits figurants dans une comédie bien gauche. Au lieu de batailles épiques ou de leçons intemporelles, on assiste à des chutes, des collisions et des dieux étourdis qui dégringolent dans le ciel. Vu aujourd'hui, It's a Greek Life ressemble à une parodie de sa propre prémisse. Cela met en évidence à quel point les studios étaient prêts à déformer n'importe quoi, même les légendes classiques, pour en faire une comédie frénétique. Le résultat est bizarre, parfois drôle, souvent now, are, or, oh, oh.
Et gênant, et impossible à oublier une fois que vous l'avez vu. Un tour de Suisse, 1931. Avant que le chaos du chat et de la souris ne rende Tom et Jerry célèbres, les studios Van Buren avaient leur propre Tom et Jerry, sauf qu'ils étaient humains, et leurs aventures étaient carrément étranges. Dans A Swiss Trick, le duo se retrouve plongé dans les Alpes enneigées. Ce qui commence comme un simple trajet en train dégénère en folie burlesque. Le train tombe en panne, une rue de secours. Bernard ne fait qu'empirer les choses, et bientôt le duo dévale des falaises glacées, poursuivi par des chèvres et englouti par des avalanches. Le moment le plus étrange survient quand ils se gavent de fromage suisse jusqu'à ce que leur corps se mette à avoir des trous, littéralement. On dirait des tranches de fromage humain, avec des souris qui les poursuivent. L'imagerie est tellement surréaliste qu'elle frise le grotesque. L'animation n'arrange rien. C'est rugueux, caoutchouteux, et défiant les lois de la physique, semblant plus des erreurs que des gags délibérés. Contrairement aux Tom et Jerry ultérieurs de la MGM devenus des icônes du slapstick raffiné, ces versions humaines étaient des reliques excentriques d'expérimentation. Ce court-métrage donne l'impression d'un rêve qui a mal tourné. Rien ne bouge de façon réaliste, les blagues tombent à plat, et les personnages se déforment en des formes qui paraissent presque involontaires. Avec le recul, A Swiss Trick reflète parfaitement la qualité inégale de l'animation du début des années 30. Les studios étaient ambitieux mais souvent imprudents, produisant des courts-métrages plus curieux qu'amusants. C'est le genre de dessin animé qui vous laisse perplexe, riant maladroitement et vous demandant comment il a bien pu arriver sur les écrans. Willy Whopper, dans Le Feu de l'Enfer, 1934. Rien n'évoque le divertissement pour enfants comme un voyage aux enfers. Du moins, c'est ce que iWorks a dû penser en envoyant sa création, Willy Whopper, directement en enfer. Dans Le Feu de l'Enfer, Willy jette une pierre dans un volcan seulement pour assommer le diable sur la tête. Avant qu'il ne s'en rende compte, lui et son chien sont entraînés vers le bas dans une étrange version des enfers. Au lieu d'un tourment éternel, l'enfer ressemble à un carnaval déchaîné. Des démons courent et jouent des tours, des figures historiques comme Napoléon et Cléopâtre y font des apparitions, et le diable en personne paraît plus grincheux que terrifiant. Le court-métrage y insère même des touches satiriques, telles la prohibition personnifiée et tournée en dérision. Le résultat est un étrange mélange de burlesque, de parodie et d'humour politique, le tout fourré dans ce qui était vendu comme un dessin animé pour enfants. L'animation est pleine de gags élastiques et de transformations surréalistes, mais le sujet vous fait réfléchir à deux fois. Imaginez être un enfant en 1934 s'attendant à un divertissement léger pour ensuite voir votre héros de dessin animé traîner à travers une parodie de l'enfer lui-même. Aujourd'hui, Hell's Fire semble être un raté fascinant, moins effrayant qu'il n'est déroutant. Au lieu de punir ses personnages, il se moque du concept même de la peur. Le résultat est un dessin animé qui prouve que les studios de l'âge d'or franchissaient souvent des limites que les spectateurs modernes n'attendraient jamais d'un divertissement prétendument familial. C'est étrange, effronté et totalement inoubliable. La petite fille aux allumettes, 1937. Disney a bâti sa réputation sur des chansons joyeuses et des fins heureuses, mais La petite fille aux allumettes a rompu avec cette tradition. Faisant partie de la série Silly Symphony, ce court-métrage n'était pas centré sur des animaux dansants ou des princesses chantantes. Au lieu de cela, il suivait une pauvre fille qui errait dans des rues enneigées, serrant fermement un paquet d'allumettes. Pas de plaisanterie, pas d'acolytes bavards, seulement le froid, la faim et un profond chagrin. Chaque fois qu'elle allume une allumette, elle voit des visions de chaleur, de cheminées vacillantes, de festins lumineux ou d'arbres décorés. Chaque flamme lui offre une évasion éphémère de la neige amère. Mais une par une, elles s'éteignent et la cruelle réalité revient. La scène finale, la montre allumant la dernière allumette, voyant une vision de sa grand-mère et s'éteignant pour toujours. Pas de fin à rebondissement, pas de sauvetage, pas de miracle, juste le silence. Quand ce court-métrage a été présenté pour la première fois, il a profondément choqué le public. Les enfants quittaient les salles en pleurant, les parents étaient troublés, et les critiques se demandaient pourquoi Disney terminerait un dessin animé sur une note si dévastatrice. L'animation elle-même était magnifique, douce, picturale et profondément atmosphérique, mais son ton était implacable. Ce qui rend La petite fille aux allumettes si étrange dans le canon de l'âge d'or, c'est à quel point elle visait directement la tristesse. La plupart des dessins animés d'alors offraient un réconfort face aux dures réalités comme la Grande Dépression. Celui-ci a plongé dans la tragédie, forçant le public à affronter le désespoir dans un média d'ordinaire dédié au rire. C'est obsédant, audacieux et inoubliable, un rappel que l'animation peut être plus que des rires. C'est le genre de choses qui pourrait vous briser le cœur. C'était l'heure du dîner, en 1928.
Avant que Mickey Mouse ne siffle dans Steamboat Willie, il y avait Dinner Time. Réalisé par Paul Terry et Van Buren, ce court a techniquement devancé Disney d'1 mois pour le son synchronisé. Mais là où Disney a capturé la magie, Dinner Time a semé le chaos. L'histoire est d'une minceur extrême. Un fermier prépare le dîner tandis qu'une meute de chiens affamés envahit la scène. S'ensuit un déluge de jappements, de grognements, de cris et d'une animation maladroite. Les effets sonores correspondent rarement à l'action. Les chiens aboient avec une demi-seconde de retard, les pas claquent hors du rythme et l'ensemble est aussi désagréable que des ongles sur un tableau noir. Le public en 1928 était fasciné simplement parce que le dessin animé répondait. Il n'avait jamais vu de dessins animés avec du son du tout. Mais même alors, les critiques ont noté à quel point c'était désagréable comparé à la synchronisation impeccable de Disney quelques semaines plus tard. En y repensant, Dinner Time représente moins un jalon important qu'un véritable récit d'avertissement. Il a clairement démontré à quel point les premières expérimentations sonores pouvaient être rudimentaires. Alors que Disney a su polir et perfectionner la formule, le court-métrage de Terry est entré dans l'histoire comme un désordre brut, strident et chaotique. Pourtant, il mérite amplement sa place en tant qu'étrange relique de l'âge d'or. Ce n'est pas tant divertissant que profondément fascinant, offrant un aperçu des animateurs tâtonnant vers l'avenir. Le regarder aujourd'hui, c'est un peu comme jeter un œil au brouillon brut de l'histoire. Laid, bruyant, mais d'une importance indéniable. Clutch Cargo, de 1959 à 1960. Si vous vous êtes déjà demandé jusqu'où les coupes budgétaires peuvent pousser la créativité, Clutch Cargo vous apporte la réponse. Produite par Cambria Studios, cette série télévisée diffusée en syndication était censée être une émission d'aventure sur un pilote au menton carré et son acolyte. Au lieu de cela, c'est devenu l'une des expériences les plus effrayantes de l'histoire de l'animation. Le studio n'avait pas les moyens d'animer les mouvements de la bouche, alors ils ont utilisé un procédé bizarre appelé Synchrovox. De vraies bouches humaines ont été filmées et superposées sur des visages de dessins animés immobiles. Le résultat ? Des personnages figés avec des lèvres d'un réalisme troublant, bougeant d'une manière qui ne correspondait jamais tout à fait à leur corps. Cela plongeait les spectateurs directement dans la vallée de l'étrange. Sur le papier, les intrigues étaient de la pure série B, des escapades autour du monde, des sauvetages audacieux et des affrontements avec des méchants. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Dès que ses lèvres se sont mises à bouger, impossible de faire attention à autre chose. L'ambiance glauque éclipsait chaque rebondissement. Les critiques de l'époque le qualifiaient de paresseux et de dérangeant, mais les enfants regardaient quand même. Peut-être parce que c'était si différent, peut-être parce que c'était si étrange. La série a en fait duré 26 épisodes, laissant derrière elle un héritage à la fois de désastre économique et de curiosité culte. Clutch Cargo prouve que parfois les créations les plus étranges ne proviennent pas de l'imagination, mais plutôt du désespoir. Les animateurs cherchaient à faire des économies. Au lieu de cela, ils se sont accidentellement gravés dans l'histoire du dessin animé avec des images dont on parle encore des décennies plus tard. Une fois que vous l'avez vu, vous ne l'oublierez jamais. Luno, l'étalon blanc, 1960. La plupart des dessins animés de l'âge d'or mettaient en scène des animaux joyeux et des rires de comédie burlesque. Luno, l'étalon blanc, a essayé quelque chose de complètement différent. Produit par Terry Tunes, ce cheval volant exaucant les vœux emmenait les enfants dans des aventures magiques. Mais le ton était étrangement lourd. Au lieu d'une pure fantaisie, les épisodes traitaient souvent de problèmes sérieux, d'enfants piégés dans des catastrophes, d'orphelins aspirant à des familles, d'enfants qui étaient accablés par la solitude. Luno n'était pas qu'un acolyte. Il était un sauveur, volant au secours d'enfants confrontés à de vraies luttes émotionnelles. C'est bien loin des souris qui courent après le fromage ou des canards qui glissent sur des pots de bananes. Visuellement, le spectacle ressemblait à un dessin animé typique de Terry Tunes. Des couleurs vives, des designs simples et une animation limitée. Mais le décalage entre le style léger et les thèmes lourds le rendait troublant. Une minute, vous regardiez un cheval ailé s'envoler dans le ciel. La minute d'après, il réconfortait un enfant qui pleurait un parent perdu. Pour les enfants, l'idée d'un ami magique qui pouvait tout arranger était séduisante. Pour les adultes, la question était plus difficile. Pourquoi intégrer des thèmes si lourds dans un divertissement du samedi matin? La série n'a jamais connu un grand succès, mais elle a laissé une étrange empreinte en tant que dessin animé tiraillé entre fantaisie et tragédie. Aujourd'hui, Luno se sent un peu comme un électron libre, ni vraiment amusant, ni vraiment sérieux, mais étrangement figé entre les deux. Pas mauvais, pas génial, juste bizarre. Et pour cette raison, il est inoubliable. Roger Ramjet, 1965 à 1969. Chaque époque a le super-héros qu'elle mérite, et Roger Ramjet était le héros loufoque dont les enfants ne savaient pas qu'ils avaient besoin. Ce dessin animé du milieu des années 60 a pris l'archétype du héros à la mâchoire carrée et l'a transformé en une parodie maladroite. Sur le papier, Roger est le plus grand
délinquant. En pratique, il est maladroit, insouciant et incroyablement mauvais dans son travail. La force de Roger venait de pilules d'énergie protonique qui lui donnaient des accès de puissance. Mais au lieu de les utiliser sagement, il fonçait dans chaque mission, créant plus de chaos que les méchants n'auraient jamais pu. Ses ennemis avaient des noms aussi ridicules que Noodles Romanoff et le déjouaient souvent sans transpirer. Les épisodes ne duraient que 5 minutes, mais étaient remplis d'une énergie frénétique. Le rythme était effréné, l'animation grossière et l'humour incessant. Roger ne sauvait pas la situation, il s'en sortait plutôt par hasard. Ce qui distingue Roger Ramjet, c'est qu'il assumait d'être mauvais volontairement. Contrairement à Clutch Cargo, dont l'aspect semblait involontaire, cette série embrassait pleinement l'absurdité. Elle se moquait des super-héros trop sérieux qui dominaient alors les bandes dessinées et la télévision. Les enfants adoraient les pitreries, tandis que les adultes saisissaient la satire. Des décennies plus tard, Roger Ramjet est toujours perçu comme un clin d'œil et un haussement d'épaule face à la culture des super-héros. Cela prouvait que toutes les capes n'avaient pas forcément besoin d'être dignes. Certains héros sont les meilleurs quand ils se prennent les pieds dans le tapis. Fearless Fly, de 1965 à 1966. Les super-héros étaient partout au milieu des années 60, mais aucun n'était aussi étrange que Fearless Fly. Ce petit justicier masqué n'était ni un extraterrestre ni un riche millionnaire. Il était juste une simple mouche domestique ordinaire. Le hic? Ses pouvoirs ne fonctionnaient que quand il mettait son pull rouge et ses grosses lunettes. Sans eux, il était impuissant, virevoltant et se cognant au mur comme, ma foi, un insecte. Les épisodes commençaient avec le gentil Hiram qui se précipitait dans une boîte d'allumettes pour se changer en Fearless Fly. Une fois transformé, il s'élançait dans les airs, plus rapide qu'une fusée, plus puissant que n'importe quoi à l'horizon. Mais inévitablement, ses lunettes finissaient par glisser, et le spectacle basculait dans un chaos burlesque. Son principal ennemi était le Dr Goofy, un scientifique centenaire dont les plans étaient plus risibles que menaçants. Chaque rencontre se terminait toujours pareil. La mouche intrépide sauvait la mise, avant que ses lunettes ne le trahissent. La formule était répétitive, mais c'est ce qui la rendait si étrange. Qui aurait cru que les enfants afflueraient pour voir un insecte malvoyant trébucher d'aventure en aventure? L'animation était rudimentaire, les blagues ringardes et le ton quelque part entre la parodie et la parodie de parodie. Pourtant, chaque semaine, les enfants étaient au rendez-vous. C'était peut-être l'absurdité, peut-être le fait de s'identifier à un héros qui, littéralement, ne voyait rien sans ses lunettes. Aujourd'hui, Fearless Fly est l'une des visions de super-héros les plus étranges jamais produites. Non raffiné, non inspirant, mais indéniablement inoubliable. Un minuscule insecte avec des lunettes géantes est en quelque sorte devenu une icône culte, prouvant que même les plus petites idées pouvaient avoir le plus grand impact. Le puissant Hercule de 1963 à 1966. Prenez le héros légendaire de la mythologie grecque, dépouillez-le de sa grandeur et plongez-le dans la télévision du samedi matin. C'est le puissant Hercule. Ce dessin animé syndiqué a transformé le colosse en un super-héros dont la puissance venait d'un anneau et qui criait « Olympia » pour activer sa force. Cela avait une sonorité épique. L'exécution, en revanche, n'était pas à la hauteur. Au lieu d'affronter des dieux ou de puissants titans, Hercule se retrouvait aux prises avec des méchants grotesques et caricaturaux, qui semblaient tout droit sortis d'une simple bande dessinée de journal. Ses compagnons étaient Newton, un centaure qui se répétait sans fin, et Helena, dont le rôle était surtout de se faire prendre. Les batailles étaient brèves, anticlimatiques, et souvent réutilisaient les mêmes animations génériques. Ce qui rend cette série si étrange, ce sont ses brusques virages tonals. Un instant, Hercule combattait des sorciers. Ensuite, il arrêtait des braqueurs. Le mythe antique se heurtait au non-sens moderne, laissant le public se gratter la tête. Même l'animation trahissait son budget serré. Les personnages se déplaçaient avec raideur, les arrière-plans se répétaient à l'infini, et les épisodes ressemblaient plus à des diaporamas qu'à des mouvements fluides. La seule chose vraiment soignée était le générique, une ballade grandiloquente sur le courage d'Hercule qui devint plus célèbre que la série elle-même. Pour les enfants des années 60, le puissant Hercule était toujours divertissant. Des couleurs vives et de gros muscles suffisaient, mais en y repensant, c'est déconcertant. Un héros mi-mates, Ice bande dessinée, trébuchant à travers des intrigues incohérentes, reste l'une des reliques les plus étranges de son époque. Courageous Cat et Minute Mouse, de 1960 à 1962. Quand le créateur de Batman décide de parodier sa propre œuvre, on sait que les choses vont devenir étranges. Bob Kane a donné au monde Courageous Cat et Minute Mouse, un duo qui protégeait Empire City de méchants bizarres. Mais au lieu de rues sombres et d'une atmosphère lugubre, cette série misait tout sur la folie. Leur ennemi juré était un gangster à tête de grenouille qui parlait comme un vieux truand de cinéma. Che alternanti sono?
Mais le clou du spectacle était l'arme de Courageous Cat, un pistolet-chat qui pouvait tirer littéralement n'importe quoi. Des cordes, des filets, des boulets de canon, même des rayons qui faisaient disparaître les objets. C'était moins un gadget et plus une machine à vœux de dessin animé. Les épisodes défilaient en 5 minutes, bourrés d'actions frénétiques, de jeux de mots et de gags chaotiques. L'animation était bon marché et maladroite, mais cela ne faisait qu'ajouter à son charme décalé. Au lieu de suspense, les spectateurs avaient des chutes et des absurdités. Avec le recul, il est évident que Kane n'essayait pas de créer un autre super-héros sérieux. Il se moquait ouvertement du genre même qu'il avait contribué à créer en exagérant ses codes jusqu'à l'absurde. Courageous Cat et Minute Mouse est aujourd'hui à la fois parodie et satire, maladroite mais colorée. C'est la preuve que même le père de Batman n'a pas pu s'empêcher de rire de sa propre création. Bizarre, farfelu et inoubliable, ce duo a laissé sa marque en refusant de prendre l'héroïsme au sérieux. Birdman et le trio Galaxy, diffusé de 1967 à 1969. Avant de devenir une blague culte et plus tard des parodies, Birdman était pris entièrement au sérieux. Cette série Hanna-Barbera mettait en scène un héros alimenté par le soleil, capable de lancer des décharges solaires et de s'envoler à travers les cieux. Mais il y avait un défaut. Privez-le de la lumière du soleil et il s'effondrait comme une batterie à plat. Ce n'était pas vraiment rassurant pour le protecteur d'une galaxie. Birdman n'était pas seul. Il avait le trio galactique, une équipe d'alliés super puissants. Meteor Man, Gravity Girl et Vapor Man. Sur le papier, ils semblaient absolument invincibles. À l'écran, leur animation rigide et leur bataille anticlimatique les rendaient étrangement peu impressionnants. Des méchants comme le Docteur Millennium ou l'Homme-Fourmi n'arrangeaient rien non plus. Ce qui ressort vraiment, c'est le ton. La narration était grandiloquente, la musique dramatique, et chaque instant était traité comme si le destin de l'univers était en jeu. Mais quand les combats se terminaient en quelques explosions et un ennemi renversé, il était difficile de ne pas rire de la façon dont la série se prenait au sérieux. Néanmoins, Birdman s'est taillé un héritage. Plus tard réimaginé en parodie, il est devenu plus célèbre en tant qu'avocat satirique qu'en tant que héros de l'espace. Le trio galactique, quant à lui, est resté dans les mémoires avec affection pour son étrange mélange de capacités surpuissantes et d'adversaires sans envergure. À le revoir aujourd'hui, Birdman et le trio galactique semblent être une relique d'une époque où les studios croyaient que les enfants désiraient un sérieux absolu. Au lieu de ça, ils ont eu droit à une émission si figée qu'elle en est devenue involontairement drôle. Space Angel, de 1962 à 1964. Si Clutch Cargo n'était pas déjà suffisamment inquiétant, Cambria Studios a redoublé d'efforts avec Space Angel. En utilisant la même technique Synchrovox, qui consistait à coller de véritables bouches humaines sur des dessins statiques, la série mettait en scène le pilote Scott McCloud, également connu sous le nom de Space Angel, alors qu'il protégeait la galaxie. Les récits aspiraient à être de l'aventure pulp, des batailles cosmiques, de l'espionnage, des sauvetages audacieux, mais les visuels transformaient chaque scène en un véritable cauchemar surréaliste. Le vaisseau spatial des Stardusters paraissait élégant, les méchants semblaient vraiment menaçants, et les intrigues cherchaient à atteindre le drame. Pourtant, tout le monde ne pouvait se concentrer que sur ces lèvres désincarnées s'agitant sur des visages statiques. Des conversations qui auraient dû être tendues sont devenues involontairement absurdes. Au lieu du suspense attendu, les spectateurs se sont retrouvés plongés dans la vallée de l'étrange. À l'inverse de Clutch Cargo, qui faisait de son étrangeté une aventure pulp, Space Angel misait sur une narration sérieuse. Le contraste en était d'autant plus saisissant. On entendait de graves avertissements de catastrophes galactiques, mais les visuels semblaient des sketchs comiques ratés. À l'époque, le public regardait parce que c'était nouveau. Les critiques, cependant, n'étaient pas impressionnés. Aujourd'hui, Space Angel est considéré comme l'un des dessins animés les plus troublants de l'âge d'or, non pas pour ses histoires, mais à cause de l'étrange expérience en son cœur. C'est la preuve que le désespoir de réduire les coûts peut créer des images qui vous marquent pour de mauvaises raisons. Voilà donc 15 des dessins animés les plus étranges que l'âge d'or ait jamais produits. Ce n'étaient pas des contes de fées soignés ou des animaux joyeux, mais des expériences dignes d'un rêve fiévreux qui ont échappé à l'histoire. Lequel vous a le plus déconcerté ? Le cheval volant, l'insecte à lunettes, ou peut-être les gnomes souriants qui forcent le bonheur sur tout le monde? Laissez vos commentaires, mettez un j'aime si vous avez apprécié et abonnez-vous pour plus de plongées dans le côté étrange de l'histoire de l'animation.